bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour le grand débat de la rédaction, l'analyse de l'actualité sur ce plateau du Forum des rédactions, gestion de la crise liée au Covid-19 au Bénin. Que peut-on dire du bilan à la date du 15 avril 2020, en tout cas au Bénin? Sur les 35 cas détectés, il y a eu 18 guérisons, 1 décès. Et puis les mesures préventives, les gestes barrières, comment ça évolue sur le terrain, comment la crise est-elle gérée? Nous aurons à en parler dans un instant avec mes deux confrères qui sont sur ce plateau pour faire le débat Covid-19 et prochaine communale, l'analyse de la décision de maintien des élections, les élections maintenues pour le 17 mai prochain. Et puis en dernière partie, il sera question de parler des forces Corée.Bénin émergent, en tout cas le seul parti d'opposition qui aujourd'hui s'est enfoncé dans une profonde crise à quelques semaines des prochaines élections vers l'échec de l'opposition à ce scrutin de taille. Nous aurons également à évoquer toutes ces questions sur ce plateau du Forum des rédactions. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Louis Asogba, bonsoir, bienvenue. Corneille, bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, habitué déjà à ce plateau du Forum des rédactions, Louis Asogba, journaliste indépendant, et puis en face de vous, un nouveau visage que nous allons découvrir sur ce plateau. Il s'agit de Cédric Kitikaon, c'est bien cela, correspondant Atlantique Littoral du Radio 7 Dôme, c'est ça, non? Correspondant littoral Ouémé de Radio 7 Dôme. Ok, d'accord, voilà. Radio 7 Dôme, c'est une radio communautaire, c'est ça? Exactement, une radio communautaire qui est à Botagon, dans la commune de Tofo. Ok, d'accord. Alors, merci, bienvenue à vous également sur ce plateau du Forum des rédactions. Et puis on lance avec le tout premier sujet, hein. Je commence par vous d'ailleurs. Alors, au Bénin, nous en sommes toujours à 35 cas de coronavirus sur notre territoire, avec 18 guérisons selon les points que nous avons eu au 14 avril, bien sûr, et puis un décès. Que dites-vous de la gestion qui est faite finalement? Le Covid-19, ça ne fait plus peur maintenant? Est-ce qu'on va dire que le Covid-19 ne fait plus peur, Corneille? Non, on ne va pas le dire ainsi. On va simplement, premièrement, rendre grâce à Dieu qui continue de faire grâce au Bénin pour qu'on se retrouve simplement jusqu'à maintenant à 35 cas. On connaît un peu comment est-ce que ça se propage, ça a évolué dans d'autres pays. Lorsqu'on se réfère aux pays européens déjà, même en Afrique proche de nous, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, on sait que ça a commencé par un cas, 2, 4, 6, 8. Aujourd'hui, c'est des centaines de cas. Au Bénin, nous avons la grâce d'être encore à cette étape de 35 cas. Lorsque nous parlons de la gestion, je vais dire au départ que je faisais partie de ceux qui critiquaient beaucoup cette lenteur administrative et cette lenteur décisionnelle de nos autorités actuelles par rapport au Covid-19. Mais j'ai l'impression, ces derniers jours, ces dernières semaines, que le gouvernement est en train de, non pas de maîtriser, est en train de se rattraper. Le gouvernement est en train de se rattraper. Parce qu'il vous souvient que beaucoup d'acteurs, aussi politiques que de présidents d'organisations non gouvernementales, sont montés au credo. Même les syndicalistes, à un moment donné, ont dû faire une conférence de presse pour crier à haut, pour dire, mais on a l'impression que le Covid-19 n'est pas la priorité totale du gouvernement. Donc je crois que les membres du gouvernement ont dû entendre les cris de cœur des uns et des autres et dans la réflexion ont dû l'accélérer pour qu'on puisse être à ce résultat-là. Je reviendrai sur un autre point de la question qu'on n'aborde pas souvent, ou que même nous, les journalistes, nous ne voyons pas souvent. Je vais l'aborder, je réserve ça pour peut-être tout à l'heure. D'accord, mais en attendant, alors, je laisse la parole à Louis. Par rapport à comment ça évolue au Bénin, en tout cas. C'est une grâce, comme vis-à-vis, effectivement, c'est une grâce également de mon côté. Et j'ai été quand même les tout premiers même à critiquer à un moment donné cette gestion-là. Mais maintenant, avec le bilan que nous avons, on peut rendre grâce et au-delà de ça, on peut dire qu'il y a une anticipation, ce qu'on avait entre-temps souhaité. Et je vais dire, cette anticipation, oui, à un moment donné, c'est vrai, mais c'est grâce aussi
à nos cris. Parce qu'à un moment donné, on a donné de la voix pour dire, attention, là où nous sommes en train d'aller, il va falloir que les autorités prennent les dispositions. Et effectivement, à un moment donné, on a constaté un saut pour permettre de prendre les mesures idoines. C'est ce que nous sommes en train de constater. Et au-delà de tout, moi je continue encore de mettre un peu de bébol par rapport à la gestion. Parce que je dis, aujourd'hui, lorsque nous prenons les 35 cas, il faut dire tout simplement que 90% de ces cas sont venus de l'extérieur. Et que peut-être si les frontières étaient fermées ou bien il y avait autre mesure pour ces frontières-là, on serait peut-être à 2, 3, 4 cas. Est-ce que vous voyez? Parce que je m'étonne toujours du fait que jusque-là, je n'ai pas encore eu cette explication-là des autorités. Pourquoi les frontières sont ouvertes? Pourquoi aujourd'hui, malgré tout ce qui se passe, le Bénin a pris ce risque-là de laisser les frontières? Parce que vous n'êtes pas sans savoir, si je prends le cas ou le cas qu'on a connu là, le décès. La dame qui est décédée. La dame qui est décédée, elle a quitté l'extérieur, elle a pris pas des frontières de façon en griffe frauduleuse pour venir au Bénin. Est-ce que vous voyez? Peut-être que s'il y avait plus mesures de sécurité dans ce sens, on ne va pas compter jusqu'à présent de décès au Bénin. C'est pour dire que au-delà de tout ce qui est en train d'être... On aurait pu éviter ce décès-là. On pourrait pu éviter tout ça. Est-ce que vous voyez, au-delà de tout ce qui est en train d'être fait, il faut encore avancer davantage. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, au Bénin, nous n'avons pas assez de kits pour faire le test pour tout le monde, pour savoir si quelqu'un a Covid ou pas. Est-ce que vous voyez? Donc, j'aurais souhaité que davantage qu'il y ait plus de renforcement de mesures. Parce qu'il y a encore un après-Covid. Vous allez voir dans les pays européens, certes, les frontières ont été fermées, mais à un moment donné, on a connu beaucoup de cas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand peut-être on a constaté, pas fait de tests et autres, à partir de ce moment, on a détecté de cas. Au Bénin, nous ne sommes pas encore à ce niveau, mais je dis, pour ce gouvernement, pour ce qu'il est en train de faire quelque part, c'est bon, mais il faut encore renforcer les choses davantage pour qu'on ait une sécurité garantie. Parce que bientôt, on va laisser ce cordon sanitaire, cette mesure-là. Bientôt, les écoles vont commencer. Quelles sont les dispositions qui seront prises pour 11 mai, voilà. Ça dépendra de comment la situation évoluerait. Je suis entièrement d'accord. Alors oui, Cédric, vous voulez ajouter quelque chose tout à l'heure? Non, je voudrais repartir de l'argumentaire de mon confrère. Pour simplement dire qu'à un moment donné, moi-même, j'ai un peu critiqué cette manière de laisser les frontières complètement ouvertes au Bénin, pendant que d'autres pays, les pays limitrophes, les ont fermés. Mais en faisant un recul, je me suis posé la question de savoir si j'étais à la place du président de la République, mais si j'étais à la place des membres du gouvernement, qu'est-ce que moi je ferais? Sachant que notre pays, les recettes du Bénin sont essentiellement fiscales. Alors, je me pose la question de savoir si on fermait tout. Si on fermait l'aéroport, si on fermait les frontières... La logique du président Patrice Talon. Non, pas que je le défends, mais je suis en train de mener une petite analyse. Est-ce que si on fermait toutes les frontières, encore que actuellement, avant même Covid-19, on savait que la frontière entre le Bénin et le Nigeria était fermée. Nous sommes au courant un peu. Le ministre des Finances l'a dit. Le Bénin a perdu beaucoup de milliards dans ce sens-là. Alors, si on fermait toutes nos frontières et que l'aéroport était fermé, est-ce que le Bénin peut supporter le poids économique? Est-ce que la charge de l'État peut être vraiment supportée? Donc, en faisant ce recul, j'essaie de comprendre un peu les dirigeants actuels, un peu les autorités. Mais cela n'en faut que... Il faut aussi, en regardant les recettes de l'État, voir aussi si les conséquences en laissant les frontières telles qu'elles sont, est-ce que nous ne sommes pas en train aussi de faciliter la propagation du virus? Et c'est à ce niveau que je dis que le gouvernement est en train de se rattraper. Sinon, au départ, vous voyez un peu les mesures, on dit auto-isolement, on avait confiance aux gens qui venaient, on dit, bon, on a confiance en eux, ils vont aller s'auto-isoler, ils vont respecter. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que si on ne fait pas, si on ne les oblige pas donc à s'isoler, ces personnes-là peuvent propager rapidement le virus. Donc c'est à ce niveau-là que l'isolement systématique est venu. Et on est en train de voir les résultats actuels.
Mais c'est vrai aussi quand même qu'il y a eu certaines initiatives salutaires, hein, quand on en parlait de mise en quarantaine systématique pour tous ceux qui arrivent par voie aérienne. Ça a permis quand même au moins, puisque de 6 cas on est passé à 35 cas. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Ne pas faire cela. Laisser les frontières ouvertes et ne pas parler de quarantaine, ne pas parler d'isolement, vous avez exposé le Bénin entier. Donc, c'est pour dire, peut-être, à défaut de fermer les frontières, cette mesure-là a été prise pour permettre de pallier à la propagation. Mais, n'en déplaise, il y a quand même aujourd'hui que les frontières sont fermées, mais vous savez, les frontières, parfois, les frontières sont ouvertes et on est en train de compter. Parce qu'il y a aussi un dispositif au niveau de frontières où, à défaut de fermer ces frontières, on récupère systématiquement ceux-là qui quittent l'extérieur pour venir. Mais cela ne veut pas dire, je m'en tiens toujours à ce cas-là, qui allait passer par des coulisses pour faire truc là. C'est pour dire, au-delà de tout, si, à défaut, on veut vraiment laisser les frontières ouvertes pour permettre à ce que notre économie soit quand même vivante, il faut également surveiller les frontières clandestines. Parce qu'il en existe. Qu'on le veuille ou non, en dehors des frontières officielles qu'on a l'habitude de voir et que les autorités ont mis des dispositifs là pour recueillir des gens qui viennent de l'extérieur, il n'y a que des gens qui ne veulent pas peut-être subir ce sort de quarantaine, pouvaient passer par des coulisses pour pouvoir venir au Bénin. Donc, au-delà de tout, il va falloir que l'autorité trouve également la manière possible. L'essentiel, c'est que le Bénin soit vraiment épaillé de ce mal-là. Parce que quand ça va péter vraiment, nous n'avons pas les moyens. Comme le chef de l'État l'a dit la fois dernière, nous n'avons pas les moyens. Surtout au niveau de notre système sanitaire, ce n'est pas encore ça. Ben, heureusement que nous bénéficions de cette grâce-là, vous l'avez dit en termes de cette émission jusque-là. Oui, j'ai parlé de grâce, et je continue toujours d'en parler. Je vais aborder, si vous le permettez bien, le second pan de ce sujet que nous oublions très souvent, nous les confrères. Si le Bénin a 35 cas, et hier, l'information a fait le tour des réseaux sociaux, on s'est retrouvé à 18 cas de guérison. Tout le monde était satisfait, tout le monde était content. Parce qu'actuellement, 16 personnes sont sous traitement. Et la volonté, le souhait, voilà, ça déstresse vraiment un peu. Pas seulement un peu, ça déstresse beaucoup. Je disais à l'antenne, mais on n'a plus peur, en fait. Voilà, beaucoup de personnes se disent, ça veut dire qu'on peut être guéri du Covid-19. Ce résultat, ce miracle, ce n'est pas seulement le gouvernement. Nous voyons très rapidement le gouvernement, le chef de l'État, le ministre de la Santé, les membres du gouvernement, tout le staff qui s'occupe de cette situation. Mais il y a des gens qui sont dans l'ombre, qui sont en train de travailler. Et je voudrais leur rendre hommage sur ce plateau. Je vais en parler tout de suite. Vous savez que dès qu'il a été annoncé le premier cas de Covid-19 au Bénin, il y a beaucoup d'intercesseurs à travers les villes du Bénin, à travers les quartiers du Bénin. Lorsque on a fermé les temples, il y a beaucoup de personnes qui se sont mises dans l'intercession. Ça prend l'autre allure. Voilà, ça prend carrément l'autre allure. Oui, ça prend carrément. Je suis avec vous. Qui ont intercédé et qui continuent d'intercéder jusqu'à l'heure où je parle pour que les 7 cas qui sont encore en traitement puissent être déclarés guéris. Donc, à ceux-là, je crois que nous, les confrères, nous devons leur rendre hommage pour leur dire merci pour le travail que vous faites, parce que ces prières inspirent nos autorités. Voilà, ces prières constituent aussi des âmes spirituelles qui permettent, qui facilitent la guérison. Donc, moi, je voudrais leur rendre hommage sur ce plateau et leur dire, vous avez fait du bon boulot. Continuer jusqu'à ce que la prière guérisseuse, cette pandémie ne soit qu'un mauvais souvenir pour nous. Je suis d'accord avec vous. On dirait que vous êtes évangéliste. Non, c'est question de foi, c'est ça. Question de foi, tout simplement. Et je crois très bien qu'avec la prière, effectivement, décédé, on peut guérir du coronavirus, c'est ça, c'est bien cela. Ben, en fait, j'aimerais aussi qu'on puisse rendre hommage à tous ces Béninois aussi, qui très tôt aussi n'ont pas négligé les gestes barrières. Exactement. Quand vous allez dans les restaurants ou les boutiques, bien avant la fermeture des lieux de
Plaisance et autres, vous allez toujours voir les dispositifs de lavage. Systématiquement, c'est entré dans les habitudes. Aujourd'hui, le port de masque également, tout le monde... C'est une discipline qu'il faut saluer parce qu'au-delà de tout, la santé, elle est primordiale. Et quand on dit qu'il y a une maladie qui terrasse les gens, tu es obligé de prendre les mesures nécessaires pour ne pas être victime de ça. Donc, au-delà de ça, au-delà de cette discipline que les Béninois sont en train de respecter, c'est une question individuelle. Il faut que je préserve ma santé. C'est la priorité. Est-ce que vous voyez? Mais moi, je voudrais souligner quand même un aspect sur les mesures qui ont été prises par le gouvernement, surtout le cordon sanitaire. Est-ce que vous voyez aujourd'hui, ce cordon sanitaire, c'est vrai, c'est une mesure très importante pour permettre de pallier à ce virus-là. Mais au-delà, il y a des conséquences graves, surtout sur le plan social. Je dis ça parce que lorsque ce cordon a été installé, il y a par exemple des chauffeurs qui ne circulent plus. Il y a par exemple des gens qui avaient l'habitude de faire des activités entre Cotonou et des villes aujourd'hui qui sont un peu reculées. Donc, vous voyez, aujourd'hui, ceux-là sont sans activité pratiquement. Je prends la bonne dame qui vend à Blo, à Komé, qui peut-être c'est grâce à ce chauffeur qui vient avec des passagers de Cotonou, c'est grâce à ces passagers-là qu'elle a l'habitude de vendre son ablo. Aujourd'hui, peut-être elle est à la maison. Est-ce que vous voyez? C'est pour dire, nous sommes en train de saluer les mesures, mais au-delà, il va falloir l'accompagnement de ce gouvernement à peut-être une catégorie de personnes ça va être compliqué, hein? Non, ça serait un peu compliqué. Une catégorie de personnes qui est directement visée par les conséquences négatives de ces mesures-là. Sinon, au-delà de tout, c'est quand même salutaire, mais les conséquences drastiques aujourd'hui, des Béninois en souffrent et il faut en parler. D'accord. Je voudrais rebondir rapidement par rapport à ce que Louis a dit. C'est le point sur lequel beaucoup d'entre nous attendent le gouvernement, parce que nous savons un peu les mesures sociales qui ont été prônées par le Niger à côté, le Burkina à côté, tous les pays pratiquement, le Togo, tous les pays le Togo que nous avons taxé de pays plus pauvres, parce qu'on nous a dit que le Bénin est sorti des 25 pays les plus pauvres du monde. C'est autre chose carrément. C'est nos débats. Non, c'est pas le débat. Non, le débat revient ici. Parce qu'avec ce qu'on est en train de constater, le Bénin fait bien partie de ces pays-là. Non, mais la communication avait tourné autour de ce que nous sommes sortis. Il y avait une grosse communication qui avait tourné autour de ce que nous sommes sortis des 25 pays les plus pauvres. Donc je me dis, alors si le Togo, qui fait toujours partie de ces 25 pays les plus pauvres, a pu prendre ces mesures sociales, alors le Bénin qui est sorti, gloire à Dieu, le Bénin qui est sorti des 25 pays les plus pauvres du monde, alors ça veut dire que le Bénin aurait encore plus d'avantages, pourrait prendre plus de mesures sociales envers... Non, ça viendra, mais ça serait quand? Non, ça viendra, ça serait quand? Ce n'est pas très évident. Imaginez... Jusqu'à présent, ce que moi j'aurais souhaité, c'est qu'en élargissant ce cordon sanitaire, que le président de la République, que les membres du gouvernement puissent dire, par rapport à telle couche sociale, voici ce que nous faisons. Les chauffeurs, ils sont à la maison, qui ont des enfants. La faisabilité aussi. Parce que là, on ne sait pas quand est-ce que... C'est vrai que depuis... Non, c'est vrai que le dernier, maintenant, c'est le 27. Personne d'entre nous ne sait si le 27, ça sera levé ou ça sera prorogé. On ne sait. Alors, je me mets dans le cas où ça sera prorogé. Que feront ces pères de famille qui ne sortent plus? Que feront ces mères de famille qui jouissent donc des fruits, des recettes du père de famille? Les enfants qui doivent aller à l'école, qui doivent prendre le petit déjeuner. Je suppose que jusqu'en mai, peut-être, si c'est prorogé, peut-être que le 10, les enfants n'iraient pas à l'école. Si c'est levé, les enfants iraient à l'école. Alors, comment est-ce que les ménages vont fonctionner? Donc, il y a tout ça qui attend les mesures sociales du gouvernement. Et je crois que c'est vrai qu'il y a la rigueur dans la gestion. Nous a-t-on dit aujourd'hui, il faut quand même lâcher un peu du lest, voir de manière structurelle comment agir pour que ces populations-là, ces couches-là soient un peu allégées. Dans d'autres pays, le gouvernement distribue des sacs de riz. Tout à fait. On pourrait aussi l'initier ici. La gratuité, par exemple, des frais d'électricité, voilà, de l'eau sur... de l'eau. Il y a tellement d'astuces aujourd'hui que le gouvernement peut se baser sur ça, mais
avoir un peu l'ascendance du gouvernement en place depuis 2016. Je crois que... Et surtout le récent discours du chef de l'État à propos du coronavirus. Si l'État n'a pas les moyens, oui, je crois si l'État n'a pas les moyens, je crois que nos idées ne resteront qu'à l'étape de rêve. Ça va se concrétiser. Alors, coronavirus, on a parlé du Bénin quand même, mais étendons un peu le débat sur le continent. Jusque-là, ce n'est pas encore le carton, tel que certains l'ont annoncé sur le continent, malgré notre système de santé, notre système sanitaire défaillant. En Afrique, et parfois on se dit, mais quand on suit les chiffres, 700 morts dans une journée, 1000 morts dans une journée, parfois on se dit, mais attention, mais c'est la fin du monde et autres, mais c'est réel, ça se passe effectivement. Alors, pourquoi juste en Afrique? Est-ce que c'est parce que les pays africains ont très tôt pris les taureaux à les cornes? Est-ce que ces prédictions, c'est ça, ou ces prophéties ont fini par réveiller les Africains autrement? Mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, le mal est un peu cerné sur le continent. Oui, ce constat, moi, je le situe sur trois plans. D'abord, je dis le continent africain. Au début de ce virus-là, vous allez constater que l'Afrique n'a pas une ligne directe pour relier la Chine. Ce qui fait que, très tôt, les cas quittent la Chine pour l'Europe d'abord. Ça transite pas? Par l'Europe d'abord. Et quand ça a commencé par l'Europe, l'Afrique a très tôt pris les dispositions pour pouvoir faire tout là. Donc, vous allez constater que les cas qui viennent en Afrique ne quittent pas directement la Chine. Quittent l'Europe ou l'Amérique pour venir en Chine. Ce qui fait qu'à un moment donné, les rakas qui sont venus très tôt, que l'Afrique n'a pas pris ces mesures-là, parce qu'à un moment donné, l'Afrique aussi n'a pas pris ces mesures très tôt. Ce qui a fait qu'il y a eu un peu de multiplication. Mais quand cette Afrique-là s'est réveillée, c'est ce que ça a donné. L'autre point que moi je suis en train de constater, vous allez voir que l'Europe aujourd'hui, c'est quand même une population vieillissante. Et la plupart des cas qu'on nous donne aujourd'hui comme morts, c'est beaucoup plus des gens qui ont des antécédents médicaux, qui peut-être ont des maladies, qui traînent des maladies, et que le coronavirus devient en quelque sorte le capitaine qui vient en même temps pour assommer tout en même temps. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est ce deuxième cas. Troisième cas, comment on appelle, volet que je prends, c'est que l'Afrique est peut-être habituée à certaines maladies. Je prends par exemple le paludisme, où c'est à travers des médicaments ces médicaments ont renforcé peut-être notre système immunitaire et qui a fait qu'aujourd'hui, il serait vraiment difficile d'être, comment on appelle, contaminé par cette maladie et de succomber de sitôt. Est-ce que vous voyez? Donc, je dis ces trois... Cette éventualité reste à être confirmée bon, par un spécialiste. Moi, c'est selon moi, parce que il y a le paludisme, il y a d'autres maladies aujourd'hui. L'Europe aujourd'hui, lorsque vous prenez par exemple chloroquine, dont on parle aujourd'hui, qui pratiquement aujourd'hui est la seule solution pour pouvoir guérir ce coronavirus, mais en Afrique, on en a pris assez. Quand on parle de paludisme, on en a pris assez aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Donc, je me dis, mais est-ce que ça n'a pas renforcé notre système immunitaire? C'est vrai que les scientifiques vont confirmer, mais moi, personnellement, pour mes analyses, c'est ce que je pense. Et je dis, au-delà de tout, le grand volet, c'est qu'on n'a pas une ligne directe qui doit quitter la Chine pour l'Afrique. Et comme c'est venu par retardement, on a eu le temps de se préparer. Voilà, voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Et donc, pour le troisième volet, c'est vrai que ça reste à confirmer, mais je dis quand même, c'est peut-être un pan de la vérité. D'accord. Alors, Cédric... Non, je vais répéter la même chose que j'ai répété sur le cas de Bénin. L'Afrique n'a pas encore atteint le pic de la pandémie à cause d'une grâce. Mais je continue de le dire. Parce que jusqu'à l'heure... Non, mais c'est le plus... Quand vous parlez de ça, vous parlez comme si... Non, mais je préfère le dire parce que... Vous parlez comme si l'Italie aujourd'hui ne doit pas recevoir de grâce. L'Italie, quand même, c'est le carrefour Non, Louis, je vais le démontrer. Vous savez, on a toujours pris le continent africain comme le dernier des continents. Où, c'est-à-dire, tout le malheur se trouve dans ce continent-là. Jusqu'à présent, on se pose la question de savoir, mais pourquoi, malgré toutes les prédictions qu'on fait sur l'Afrique, l'Afrique est encore à ce faible taux, non seulement de décès,
Mais on remarque un fort taux de guérison. Le cas du Bénin est palpable. Comment est-ce qu'on est passé de 5 cas de guérison à 18 cas de guérison en moins d'une semaine? C'est la grâce. Et c'est le fait que ces prédictions-là commencent par tonner dans la tête de chaque Africain pour qu'on finisse par se dire que, en réalité, ceux qui sont de l'autre côté nous voient toujours d'un mauvais œil. C'est tout. Je voudrais porter mon analyse sur ce constat que j'ai fait particulièrement. Vous savez, lorsque le truc a commencé en Chine, vous allez voir que les pays européens, à un moment donné, négligeaient ce qui s'est passé en Chine. Beaucoup de présidents européens se moquaient même de la Chine. Et à un moment donné, lorsque la Chine a atteint le pic de l'épidémie, ils ont commencé par rapatrier leurs ressortissants. Et c'est là, ne sachant pas que les ressortissants étaient déjà contaminés par le Covid-19. Donc cela a fait que ça s'est accentué dans ces pays-là. L'Afrique a eu la chance de voir ce qui s'est passé en Chine, de voir ce qui s'est passé en France, en Espagne, de voir surtout ce qui s'est passé en Italie, en Espagne, de voir tout ça. Et maintenant aux États-Unis, les États-Unis qui est en train de tenir la première place dans tout ce qui se passe. Le pays le plus endeuillé jusqu'à présent. Exactement, malgré toutes les assurances. Et le plus contaminé aussi. Voilà, malgré toutes les assurances que Trump donnait et malgré aussi ces micmacs de départ. Aujourd'hui, la grande puissance. Voilà, aujourd'hui se rend compte que le Covid-19 est bel et bien réel. Donc je dis, l'Afrique a eu le temps d'observer tout ça. Et n'oubliez pas ce mot du directeur de l'OMS qui a demandé aux Africains de se réveiller. Vous savez, moi j'ai discuté avec beaucoup de certains Béninois qui disent, moi j'ai été réveillé quand j'ai écouté le directeur de l'OMS qui dit, l'Afrique n'a qu'à se préparer au pire. Lorsqu'on vous le dit, vos sens doivent être réveillés. Vous devez vous dire, mais ce que lui prédit, ça ne va pas se passer sur le continent. Ça ne va pas se passer. Donc, je me dis que nos autorités se sont mis donc dans cette logique. Et ça a fait que, au Bénin, vous allez voir qu'à partir donc de ce discours du directeur de l'OMS, il y a des mesures qui ont été renforcées. Et dans certains pays, lorsque les cas de décès ont commencé par être notés, les mesures ont commencé par être corsées. Jusqu'à présent, je ne dirais pas que nous sommes plus intelligents que l'Europe, que l'Afrique est plus intelligente que l'Asie, mais je dirais que c'est la grâce. Il ne faut pas s'enorgueillir. C'est une grâce. Vous pensez comme lui aussi, nous sommes physiologiquement plus forts. Ne quelque part, je partage son analyse. Non. En réalité, l'Afrique est habituée aux épidémies. C'est ça. On a vécu Ebola. Les Européens n'ont pas vécu Ebola. Lassa aussi. On a vécu Lassa. Donc, nous sommes habitués aux épidémies. Donc, cela peut faire partie des chances à notre actif actuellement qui fait que le taux de contamination, le taux de décès n'est pas si alarmant jusqu'à l'étape actuelle, même si des experts continuent de dire qu'il y a encore le pic de l'épidémie qu'il faut craindre. En tout cas, oui, en tout cas, ça fait beaucoup de ravages hors de l'Afrique. Et puis, nous conseillons, nous rappelons aux uns et aux autres de ne pas négliger les gestes barrières. Nous allons passer maintenant à un autre sujet, mais pas pour autant, parce qu'il est encore question de Covid-19, alors que tout le monde s'attendait à ce que les prochaines élections, les élections du 17 mai, soient peut-être reprochées. Qu'on appelle reporté. Ce n'a pas été le cas. Les élections ont bel et bien lieu. En tout cas, les dispositions prises pour éviter les grands rassemblements et faire le scrutin. Mais ailleurs, par exemple en France, on a connu avec deuxième tour des élections communales qui reportaient encore jusqu'à maintenant. C'est vrai que le Bénin n'a pas encore connu le pic de l'épidémie. Ce n'est pas encore le cas. Mais Louis Assoba, pensez-vous que c'est une bonne décision, tenir les élections dans ce contexte-là de crise sanitaire mondiale? Moi, je ne pense pas. Je vais être cru, mais je ne pense pas. Parce que au-delà de tout, il y a quand même cette peur-là. Nous parlons d'une élection. Et quand nous parlons d'une élection, surtout quand on parle des élections communales, municipales et locales, c'est quand même les élections de proximité. C'est quand même, je dois aller voter quelqu'un qui doit développer ma localité, qui doit me diriger. Et donc, je dois faire tout possible pour aller choisir la bonne personne. Parce que cette personne-là est dans ma localité et je connais ses forces de frappe. Est-ce que vous voyez? Mais aujourd'hui, le Béninois que nous sommes, qu'on le veuille ou non, nous avons cette peur bleue-là.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, les élections, on maintient les élections pour le 17. Je me dis, est-ce que les Béninois vont sortir pour aller voter? Ça serait difficile. Ça serait difficile, même si vous garantissiez les mesures nécessaires pour que ce virus-là ne les atteigne pas. Je dis, mais les Béninois seront dubitatifs. Ils ne vont pas vouloir sortir pour aller voter, à moins qu'il y ait d'autres mesures. Je ne maîtrise pas encore les mesures que les autorités sont en train de mettre en place, mais je dis, les élections le 17 mai prochain, je note un faible taux. Un faible taux parce que le Béninois va vouloir dire, je reste chez moi. Encore que, il y a quelque chose. Vous voyez, avant qu'on ne parle d'élection, il faut parler de campagne. Et aujourd'hui, on a interdit ces campagnes. Et donc, le Béninois dira, non, on n'a pas interdit, on a interdit la forme habituelle. La forme habituelle. Le Béninois dira, si on a interdit cette forme habituelle-là, comment se fait-il qu'on m'appelle, moi, d'aller voter? Donc, il n'y a que des suspicions, des manières de faire, de parler aujourd'hui qui feront que le Béninois serait vraiment dubitatif pour aller voter le jour-là. Je ne sais pas si les autorités, à l'approche de ces élections, ont une technique de communication, ont une manière pour pouvoir inviter les Béninois, parce qu'au-delà de tout, quand on parle d'élections communales, c'est quand même très, très important. Encore que les élections communales aujourd'hui ont un enjeu primordial pour 2021. Donc, il va falloir que les Béninois se lèvent pour aller voter, pour garantir peut-être une alternance en 2021. Et donc, du moment où ce mal est venu, où on a dit, attention, à cause de ce coronavirus-là, on ne pourrait plus faire la manière, on ne pourrait plus procéder, la manière dont on procédait pour pouvoir faire les campagnes électorales, on ne pourrait plus procéder comme ça. Je pense que ça serait vraiment difficile. Et l'autre chose, vous voyez, on a dit qu'aujourd'hui, les campagnes se feront à travers les médias, à travers le numérique. Je dis, mais la dame qui est au fin fond du village n'a pas une télévision pour suivre son candidat. La dame qui est au fin fond du village n'a pas un téléphone portable Android pour voir ce qui se passe sur WhatsApp, sur Facebook et autres. Et donc, cette manière... Non, lorsque vous parlez même de radio communautaire, lorsque vous parlez de radio communautaire, on ne nous a pas habitués à cette forme-là de transmettre les messages. Ce que je dis là, c'est vrai que je ne vais pas, je ne voudrais pas être trop direct, mais je voudrais dire, ils aiment surtout quand même, vous savez ce que les porte-à-porte font pour les campagnes électorales. C'est vrai que je n'encourage pas ça, mais je dis, si on enlève tout ça aujourd'hui, est-ce que le taux qu'on veut vouloir peut-être atteindre lors de ces élections-là, on va vouloir atteindre vraiment ce taux. Ça craint vraiment pour la participation, tout simplement. Alors, donc, on aurait pu sur soi d'abord et voir un peu l'évolution. Tout à fait. Encore que d'ici le 17 mai, on ne sait pas trop comment ça va évoluer encore au Bénin avec l'histoire du Covid. Alors, Cédric, en attendant qu'on écoute des candidats, parce qu'on a bien sûr essayé de recueillir les impressions, les avis de certains candidats, surtout par rapport à cette forme-là de campagne électorale par les médias ou de façon un peu numérique, qui sont prononcés, mais en attendant de retrouver cet élément-là. Cédric, oui, dites-nous par rapport donc, au fait que les élections soient maintenues pour le 17 prochain. Il fallait prendre une décision. Je suis désolé de dire à Louis qu'il fallait prendre une décision. Je suis d'accord avec cette décision. Oui, le report des communales. Non. C'est vrai que dans une certaine mesure, on peut comprendre. Hein, nous pouvons nous entendre sur... on peut avoir des raisons valables de reporter l'élection. Parce que nous sommes dans une crise sanitaire et lorsqu'on voit la manière dont le Covid-19 a bouleversé toute la planète, même toutes les planifications que les États ont eu à faire, toutes ces planifications sont à l'eau. Tous les programmes qui ont été faits, ces programmes sont carrément à l'eau aussi. Donc on pourrait dire que, se basant sur ça, nous pourrions reporter l'élection. Mais je me dis, à écouter le président de la Sénat dans ses explications, quelque part, il y a un peu de logique dans ce qu'ils disent, dans ce que disent ces autorités-là. La Sénat travaillait jusque-là. Est-ce qu'il faut reporter l'élection de telle manière que la Sénat va reprendre tout le processus? C'est-à-dire, on va demander encore aux partis politiques de redéposer
les dossiers à nouveau. Non, est-ce que c'est possible? On n'a pas besoin de ça. C'est dit qu'on n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, ici maintenant, est-ce que le jour du scrutin, quand on décide de faire les élections dans ce contexte-là de crise sanitaire mondiale, avec un peu de frayeur, de panique aussi, alors est-ce que le jour-là, on est sûr de faire respecter les gestes barrières? Non, je dis... Lavage, dans les centres de vote, lavage de mains, bien sûr. La distance de sécurité, est-ce qu'on est vraiment sûr de faire respecter tout cela? C'est ça aussi, parce qu'il ne faudrait pas demander quelque chose de son contraire automatiquement. Ne demandons pas aux gens d'être habitués aux gestes barrières et que ce jour-là, de les laisser carrément violer. Parce que c'est compliqué, c'est un peu ça aussi. J'étais dans le premier pan de mon argumentaire, et là vous abordez le second pan. Le premier pan, c'est de comprendre un peu la décision des présidents d'institutions, du président de la République par rapport au maintien du 17 mai comme élection communale. Mais lorsque je prends le second pan de la question, je me pose beaucoup de questions aussi comme vous. Est-ce que le taux de participation à ces élections sera un fort taux de participation? Or, nous savons un peu comment est-ce que les élections législatives, le taux de ces élections législatives de 2019. Tout à fait. Pour essayer de corriger ça un peu, cette fois-ci, il faudrait que le taux soit un peu plus fort, le taux de participation. Mais aujourd'hui, la peur que ventile le Covid-19, je suppose que nous atteignons le pic, comme le disent les experts. Ce n'est pas mon souhait, mais je suis dans des hypothèses que d'ici 5 jours que nous atteignions le pic, je ne pense pas que les présidents d'institutions, même le président de la République, puissent à cette étape du pic, dit toujours qu'on irait aux élections le 17 mai. Parce qu'ils sont des humains. Ils sont dans la population et ils analysent aussi comment est-ce que la situation évolue. Je crois bien que c'est en positivant la situation, en se disant que d'ici le 17, on aura beaucoup plus de cas de guérison, on aura moins de personnes contaminées ou bien les 35 que nous avons, ça va s'en arrêter. Là, exactement. Donc, c'est peut-être en positivant tout ça qu'ils ont maintenu donc, la date du 17 mai. Mais si la situation évoluait dangereusement, je crois que logiquement, ces élections devraient être reportées. Maintenant, venant aux nouvelles modalités de campagne. Alors, justement, avant de vous laisser prononcer là-dessus, nous allons suivre ces candidats qui ont bien voulu donc, donner leur avis par rapport à bien sûr, cette forme de campagne électorale. On a tous entendu, on a lu également qu'il y aura plus de meetings. On ne va pas connaître la campagne comme par le passé. On aura des campagnes numériques, des campagnes médiatiques et par les réseaux sociaux également. C'est une nouvelle donne et nous ne sommes pas habitués à ça. C'est vrai que ça sera compliqué, mais avec un peu de courage sur le terrain, ça pourra aller. C'est vrai, il n'y aura pas de meeting, il n'y aura pas de porte-à-porte. Mais déjà qu'on a permis qu'on peut prendre les tricycles et les bâchers et faire la sonorisation, ça se faisait par le passé. Et avec les tricycles, vous avez peut-être 2 personnes à bord qui passent votre message de vent en vent, ça pourrait aller. Je pense que c'est bon. C'est vrai, on ne le faisait pas. Je pense que ça pourra avoir un impact sur notre électorat. Mais nous devons sensibiliser nos populations à base des radios communautaires, surtout, et aussi sur les réseaux sociaux. Je pense qu'avec les tricycles à base des mégaphones, nous pourrons parcourir de quartier en quartier pour sensibiliser nos électeurs. J'avoue sincèrement qu'on était tous inquiets aussi de la situation parce que cette pandémie qui ravage tout sur son passage aujourd'hui nous amenait à réfléchir nous-mêmes, acteurs politiques, savoir comment la campagne devrait être menée. Bon, on a eu la dernière information selon laquelle la date est maintenue et on nous suggère de faire la campagne avec les moyens qui évitent plus ou moins les mobilisations. Je pense que pour moi personnellement, ça ne change en rien. En rien, en ce sens que les mobilisations d'antan étaient juste pour la propagande et non vraiment pour convaincre les vrais acteurs. Parce que dans la foule, c'est les mêmes personnes qui sont avec X et Y à la fois. Je crois d'entrée, il faut commencer par regretter la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre actuellement. Heureusement que le peuple béninois est en train de respecter à la lettre
les recommandations issues des décisions gouvernementales. Et pour y arriver à votre question, les dispositions prises pour quand même empêcher le Covid-19 aujourd'hui qui est en train de prendre l'âge, qui est en train de ratisser l'âge, il faut communiquer avec les médias, la presse et autres. Nous ne sommes pas en train de dévoiler le secret électoral ou les stratégies de communication au sein de l'UP. On ne va pas aller dans les détails, mais je crois que c'est une bonne décision. C'est une bonne décision qui est prise, et quand on parle d'élection de proximité, c'est aussi ça. C'est une décision que nous, on applaudit au sein de l'UP, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le président Moussou a toujours dit que la foule est différente de la population. Notre travail que nous faisons depuis, c'est la proximité. Et cette décision vient renforcer la stratégie mise en place par l'UP. Ça va avantager aussi les populations qui vont de visu avoir des contacts avec les candidats, avec leurs leaders, afin que le contrat social se signe entre ces populations et les candidats ou leurs partis politiques. Oui, c'est une décision quand même appréciée, saluée par des candidats, des acteurs politiques, la campagne par les médias. Et puis, bon, vous voyez, vous savez, quand on a posé la question aux candidats, et puis vous savez, il y en a qui sont tellement contents d'abord parce que ça limite les dépenses. Ça limite les dépenses. Oui, exactement. Et voilà, ils commencent par là, quoi. Ça limite les écoutez, dépenses. moi, je vais être réaliste pour vous dire, nous parlons des élections communales. Les élections de proximité. Je veux avoir le candidat. Je veux qu'il me parle de ses projets. Je veux qu'il me détaille ce qu'il a pour ma communauté. Et la bonne dame qui n'est pas peut-être, comment on appelle, qui n'est pas lettrée pour pouvoir suivre sur l'Android, sur la télévision, même à la radio. Parce que lorsque vous parlez de radio communautaire, mais la pauvre dame qui se lève le matin, qui va, comment on appelle, au marché, ne va pas amener sa radio au marché. L'autre chose, c'est peut-être elle serait à la maison, que le candidat serait là, les réunir pour dire, voilà, on a telle chose pour vous, pour la localité, voilà mon projet, et puis ça serait applaudi, et peut-être, comment on appelle, cette pauvre dame-là ira voter. Mais dire aujourd'hui qu'il ne faut pas aller au contact de ces personnes-là et inviter en retour ces personnes-là à venir voter le 17. Moi, je suis un peu dubitatif. Non, et je dis... Aujourd'hui, un peu de nuance, pas forcément ne pas aller au contact. On peut bel et bien aller au contact. De quelle manière? Dans de cadres un peu plus réduits. On n'a pas défini. Vous parlez de cadre réduit, mais on n'a pas défini ça. On a dit, la Sénat a bien dit... Ce qui a été refusé, c'est des regroupements de plus de 10 personnes qui ont été refusés. Donc, si un candidat, par exemple, une élection de proximité, si un candidat va vers des groupes de 2 ou 3 personnes, on ne peut pas lui interdire ça. Mais vous pensez qu'avec le nombre de semaines, bien le nombre de jours qu'on lui a donné, il ira au contact de 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, jusqu'à atteindre peut-être le nombre qu'il aurait souhaité si ce n'était pas cette forme de campagne? Grosse point d'interrogation. C'est en cela, je dis, c'est vrai que c'est une mesure pour lutter contre le mal que nous tous, nous sommes en train de souhaiter d'ailleurs. Voilà. Mais au-delà, je dis, mais ça ne va pas faire trop effet sur le taux de participation des élections de cette année. D'accord. Mais je ne suis pas d'avis avec Louis. Lorsqu'il camponne son analyse sur la femme du marché qui ne va pas avec sa radio, mais c'est très faux. Aujourd'hui, le moyen le plus utilisé aujourd'hui, c'est la radio. Avec votre poste radio, avec même votre portable, vous pouvez capter la radio là où vous voulez. Donc ça, je crois que nous, les hommes des médias, nous devons être même très bien contents parce que nous serions bien nourris. Nos organes seront nourris. Mais bien évidemment, la campagne dans les médias, ça nous arrange, nous autres. Je suis entièrement d'accord. Oui, nous aurons de la matière dans l'analyse. Moi, j'analyse juste les conséquences. Oui, nous aurons vraiment de la matière. Et je trouve que... Ça nourrit plus les promoteurs de maisons de presse que journalistes. En fait, en parenthèse. Oui, en parenthèse, ça nourrit les promoteurs. Ça nourrit aussi un peu les journalistes aussi. Mais ça serait vraiment difficile, tout simplement.
Bon, je crois que le Covid-19 nous impose une transformation idéologique, une transformation comportementale. Nous n'avons pas le choix. Si la situation n'évoluait pas dans notre favorablement, et si on ne commence pas à atteindre le pic, ce que je ne souhaite pas du tout, parce qu'on n'a pas les moyens pour gérer le pic de cette épidémie, de cette pandémie du Covid-19, alors si la situation restait stable, comme cela est jusqu'au 17, je crois bien qu'on sera obligé de s'habituer, de changer un peu ce comportement, de se dire que pour ces élections communales, exceptionnellement pour 2020, c'est par les médias que nous allons écouter tel autre candidat, nous allons suivre tel parti, nous allons suivre tel autre parti. De mon point de vue, le tout revient à la Sénat sur les dispositions que la Sénat prend pour pouvoir garantir la sécurité et pour pouvoir limiter la propagation du virus le jour du scrutin. Je crois que si la Sénat communique beaucoup autour des dispositions qu'elle a eu à prendre à ce niveau-là, ça pourrait lever un peu le doute chez les Béninois et peut-être le faible taux de participation dont on est en train de parler, nous serions peut-être surpris de voir qu'à la fin de ces élections-là, nous avons eu un très fort taux. Ah oui, c'est vrai, vous l'avez dit, hein, on n'a pas les moyens du tout pour faire face à des cas extrêmes, des situations. On n'a pas les moyens. Il faut nous dire la vérité, on n'a pas les moyens. Virus, vous savez, ça m'a fait peur au cours de la semaine quand j'ai entendu une autorité parlant d'un centre de traitement dit que nous avons 20 respirateurs. 20 respirateurs. En Italie, il y avait plus de 3500 respirateurs, ça n'a pas suffi. La Chine a dû porter un peu d'aide en Italie, mais pourtant, ça n'a pas suffi. Alors, quand j'ai entendu ça, franchement, je me suis confié à l'Éternel, comme vous l'avez dit, pour comme l'évangéliste. La grâce de... Le mieux, c'est de continuer toujours par faire ce que vous voulez là. Merci à vous, Louis. Ne pas encourager ses intercesseurs à continuer dans ce sens-là. Le Covid a pris tout le temps sur cette émission, mais nous allons parler rapidement de ce sujet, peut-être un tour de table. On aura le temps de se retrouver encore autrefois sur ce plateau pour continuer, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a un autre Covid au sein, un autre Covid spécial FCBE? Ben oui, Covid spécial FCBE qui a tout détruit d'ailleurs. Tout est détruit. Moi, faut avoir le courage de le dire. FCBE aujourd'hui, je ne pense pas que... C'est vrai que légalement, ça existe parce que FCBE a son récépissé et tout, mais de façon réaliste, moi je dis, ce n'est plus... Voilà. Avec des démissions en cascade, je me dis, mais est-ce que ce n'est pas le même sort subi par exemple, la RB entre-temps, même le PSD et ses consorts? Je pense que FCBE est en train de subir pratiquement ce sort-là. Et oui, et avec la démission de Anne Griffe, le leader, l'ancien président de la République, qui a encore drainé d'autres démissions qu'on est en train de constater pratiquement chaque jour avec de tollé à l'appui. Je pense que FCBE est en train de sombrer tout doucement, est en train de vouloir disparaître. À moins que l'ancien président de la République revienne peut-être sur sa décision, colmate les brèches et... C'est un peu imprévisible. Oui, ça peut être... C'est possible, mais si FCBE, que nous sommes en train de constater maintenant, sans Yahi Boni, sans d'autres leaders, et que c'est porté par celui-là que je suis en train de voir là, je pense que ce FCBE-là, pratiquement, je veux parler de ce parti. Vous voulez dire que l'échec est garanti? L'échec est garanti. L'échec est garanti parce que ça serait difficile. Lorsque vous prenez des partis politiques au Bénin, souvent, il y a forcément toujours un leader. PRD aujourd'hui existe parce que il y a Maître Adrien Mbedi qui est là. Qui tient toujours. Qui tient toujours à ça. D'autres partis politiques. Et qui sait éviter certaines choses, certains pièges aussi. Je ne vais pas citer. Lorsque vous prenez même un progressiste et ses consorts, c'est parce qu'il y a un leader qui est là. Mais aujourd'hui, lorsque vous prenez FCBE, où les leaders sont en train de partir définitivement, qui est porté par un leader aussi, je ne pense pas que ce seul leader puisse faire les choses pour que FCBE soit vraiment un parti. Les jours à venir. Mais c'est regrettable pour l'opposition au Bénin. Tout simplement. Non, je comprends tous ceux qui jettent la pierre au secrétaire, à l'actuel secrétaire exécutif national des FCBE. Moi, je pose la question de savoir, est-ce que en amenant Paul Rumpé au temps de Boni Yaye pendant qu'il était encore au pouvoir, en l'amenant tout le monde, ça comment est-ce que Rumpé est devenu
ministre de la République. L'ancien président Boni Yayi voulait faire mal à Mathurin Kofi Nago. C'est pourquoi on est allé le chercher pour l'amener au gouvernement. En réalité, c'est ce que vous avez semé qui est en train de se retourner contre vous. Vous l'avez amené, c'est comme si il a déçu son ancien mentor, Mathurin Kofi Nago. Il est venu au FCBE et ce qu'il avait fait à l'autre, dont vous aviez bénéficié, il est en train de faire la même chose. Donc, il a trahi hier, trahira aujourd'hui. Il a fabriqué son propre... Bien sûr. Mais la question de savoir si FCBE aujourd'hui Je ne pas le dire. Et je dis, c'est vrai que Boni Yayi a démissionné le 5 avril dernier. Mais je trouve que c'était tard. Non, c'était tard. Boni Yayi aurait pu démissionner depuis que les Paul Rompé, les Yaya Garba, les Théophile Yarou étaient en train de mener les démarches pour pouvoir obtenir le récépissé définitif. Parce que les statuts... ça, c'était une trahison. Non, parce que les statuts... Ils ont pu rendre comme le parti légal, le parti qui n'existait pas. Si vous n'êtes pas d'accord pour quelque chose, vous pouvez dire non. La preuve, dans sa lettre de démission qui a circulé, vous avez vu, il a été direct. Il dit, j'interdis si je démissionne, ceux qui vont utiliser mon image pourraient faire les frais donc devant les tribunaux et tout ça. Donc là, il a dit non, de manière nette, de manière définitive. Il pouvait dire non depuis. Quand les Paul Roupert ont changé les statuts et qu'on l'a toujours maintenu comme président d'honneur du parti, il peut dire, je ne suis pas associé à ça, arrêtez-moi ça vite. Donc je trouve que démissionner maintenant, c'est trop tard, le verre est vraiment dans le fruit. FCBE est sur les traces de l'UBF. C'est vraiment dommage pour l'opposition béninoise. FCBE est sur les traces de l'UBF. Je me demande, même si le président d'honneur revenait sur sa décision, est-ce que FCBE sera toujours FCBE d'avant? Ce n'est pas très évident parce qu'il y a eu déjà beaucoup de cassures, il y a eu beaucoup de déchirures internes. Ce n'est pas possible. On peut dire aujourd'hui qu'on a carrément une autre configuration de la classe politique parce que c'est les anciens partis qui existaient ont presque disparu, mis à part le PRD et l'UDBN qui pour le moment reste, en tout cas, on peut résister, même si ça a pris de nouvelles formes, de nouvelles orientations, en se conformant à la nouvelle charte des partis politiques. Il faut continuer, il faut souhaiter que ces partis-là continuent pas de résister. Il serait vraiment difficile pour cette FCBE-là de résister parce que rien n'est plus là pratiquement. C'est du coquille vide tout simplement. FCBE n'est pas aux couleurs. On aurait pu avoir plus de temps sur cette dernière partie, bien sûr, de l'émission concernant la crise au sein de FCBE. Ça continue de nourrir l'actualité, donc nous aurons le temps de revenir là-dessus. Merci Cédric Kitikaon, correspondant Wemé, c'est bien Littoral Wemé, littoral de Radio Cédon. Et puis en face de vous, Louis Assoba, journaliste indépendant que vous connaissez très bien sur ce plateau. Merci. Martin Tony, c'est à la réalisation avec Denis Maroya et toute l'équipe conduite, dirigée par bien sûr Igor Ntonji. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.